Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 21 janvier 2025, l'idée m'est venue de vous parler de deux films qui sont passés quasi inaperçus et dont j'ai entendu parler hier seulement, tout bêtement, en discutant avec le chauffeur de bus. Le premier film s'intitule 1984. Quant au second, le second s'intitule Planète Stupide ou, si vous préférez, Idiocratie. Alors j'ai intitulé cette vidéo Deux films sinon rien. C'est un titre qui n'est pas accrocheur, mais qui est susceptible d'éveiller la curiosité. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu l'un ou l'autre de ces deux films. Maryse et moi n'avons jamais vu ni l'un ni l'autre, mais le contenu est assez interpellant dans le sens où le ou les réalisateurs de ces films ont été un peu visionnaires. Alors, j'ai commencé par le premier, donc 1984. C'est de la lecture, hein. Je vais essayer de faire cela le plus court possible. En 1984, le monde est dominé par trois grandes puissances qui se livrent une guerre perpétuelle depuis 30 ans. L'Océanie, l'Estasia et l'Eurasia. Petite parenthèse, cela vous fait certainement penser à des pays bien réels de 2025. L'action se déroule en Océania, qui correspond au monde anglo-saxon. L'État est dirigé par un parti unique qui, 30 ans auparavant, est arrivé au pouvoir lors d'une glorieuse révolution et a instauré un régime collectiviste et totalitaire, dénommé Lang Sok. Le parti est personnifié par le visage de Big Brother, meneur de la révolution dont le portrait est omniprésent. Pensez un peu à la Corée du Nord, les amis. La société est répartie en trois catégories. Les membres du parti intérieur, les dirigeants, les membres du parti extérieur, employés à tous les niveaux dans les fonctions du parti, donc les sous-fifres, disons-le, et les prolétaires, la majorité de la population qui vit dans des zones qui sont interdites aux membres du parti. Mais les prolétaires, petite parenthèse, comme dirait Dominique, ce sont les gueux, les inutiles, les sans-dents, le commun des mortels en fait. Le parti, pour pérenniser son pouvoir, ne se contente pas de contrôler les faits et gestes par des télé-écrans qui surveillent tous les espaces de la vie privée des membres du parti, il vise surtout le contrôle de la pensée. Pour atteindre cet objectif, il utilise plusieurs moyens. Une propagande continuelle contre les ennemis du parti, l'élaboration d'une novlangue, qui réduit chaque année un peu plus le vocabulaire, la transformation du passé et des archives. Chacun sait qu'il existe, en outre, une mystérieuse et terrifiante police de la pensée. Nouvelle petite parenthèse de ma part, on en arrive au règne de la pensée unique. Winston est un membre du parti extérieur. Son travail consiste à mettre à jour les archives du quotidien Times, c'est-à-dire à les modifier en fonction des ordres qu'il reçoit. Donc ici on a le cas d'une presse qui est manipulée par le pouvoir politique, d'une presse qui est à la solde du pouvoir politique. Il lui arrive même de devoir inventer de toutes pièces un héros pour remplacer un article concernant un ancien dirigeant du parti
tombé en disgrâce et dont les traces doivent donc disparaître. Donc c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a 7 ans, Winston s'est rendu en zone prolétarienne et dans une petite boutique a acheté un cahier qu'il cache depuis chez lui et dans lequel il livre ses observations, ses sentiments et ses interrogations. Un jour, il se rend compte qu'une jeune fille l'observe étrangement. Ce qu'il sait d'elle n'a rien de rassurant. Elle fait partie de la Ligue anti-sexe, une organisation du parti dont le but est de décourager les relations sexuelles, de promouvoir le célibat et de faire baisser le taux de mariage. Les scientifiques du parti ont d'ailleurs reçu pour mission de rechercher les moyens de faire disparaître l'orgasme. On n'en est pas encore là, mais sait-on jamais dans les années qui viennent, dont le caractère incontrôlable pourrait à terme représenter une menace. Sinistre ironie, la jeune fille travaille dans un service où des machines fabriquent des récits pornographiques destinés aux prolétaires, qui eux ne sont pas ciblés par l'endoctrinement permanent. La jeune fille, Julia, finit par faire parvenir à Winston un mot d'amour. Une nouvelle vie commence avec cette relation amoureuse qu'ils doivent tenir secrète. Ils louent une chambre dans la boutique que Winston connaît, située en zone prolétarienne. Julia, rusée et débrouillarde, arrive à dénicher des produits devenus introuvables dans cette période de rationnement, comme du café ou du vrai sucre. En parallèle de cette idylle, Winston se persuade qu'un de ses supérieurs hiérarchiques, O'Brien, membre du parti intérieur, serait membre de la Fraternité, une organisation de résistance dirigée par la figure de Goldstein, censé être un ancien compagnon de Big Brother, passé à la trahison. Pourtant, il ne connaît de cette mystérieuse organisation et de son supposé leader que ce que la propagande du parti en dit. Malgré l'avis de Julia, qui est convaincue que ni Goldstein ni la fraternité n'existent ailleurs que dans la propagande du parti, Winston se rend chez O'Brien. Celui-ci lui confie le livre de Goldstein, Théorie et pratique du collectivisme oligarchique, qu'il doit lire et assimiler avant de pouvoir participer à la résistance. Peu de temps après, Winston et Julia sont arrêtés, dans la chambre qu'ils avaient louée, par la police de la pensée. Il y a la police religieuse, dans certaines religions, la Mutawa, et ici on a la police de la pensée. Ils sont emmenés séparément au ministère de la vérité, où Winston retrouve O'Brien. Celui-ci lui apprend qu'en fait, il le surveille depuis 7 ans, cette année. Tout en le faisant torturer, il lui apprend qu'il est lui-même l'un des auteurs du soi-disant livre de Goldstein. Les séances de torture culminent avec la chambre 101, celle où chaque individu subit le pire de ce qui pourrait lui arriver. L'objectif est la reddition totale de l'individu. C'est ce qui arrive effectivement lorsque Winston s'écrie « Ne me le faites pas, faites-le à Julia » lorsqu'il est confronté à sa terreur viscérale des rats. Libéré, moralement convaincu et désormais amoureux de Big Brother, Winston peut désormais s'attabler à résoudre des problèmes de jeu d'échecs dans le café du Châtaignier. Autrefois, à travers les fenêtres de ce même café, il avait aperçu les visages défaits d'anciens membres du parti, devenus officiellement des traîtres, nous dirions des dissidents en 2025, puis passés publiquement aux aveux. Julia vient s'asseoir à sa table, ils s'avouent s'être mutuellement trahis, et qu'ils ont même trahi leurs sentiments.
Après qu'ils se sont quittés, on voit un immense télé-écran sur lequel Winston confesse tous les crimes et délits qu'il est censé avoir commis. Bien les amis, voilà le pitch de ce film 1984. Vous vous ferez toutes et tous votre propre opinion, mais je crois que cela correspond assez bien à l'actualité, à la réalité de notre époque. Je ne vais pas m'attarder sur la fiche technique, la distribution, la production, etc. Tout cela, à part mes propres parenthèses, se trouve sur Google, Wikipédia. Ce que je puis vous dire, c'est un film qui a été produit au Royaume-Uni, catalogué à l'époque science-fiction, anticipation. Venons-en à présent au second film dont je vais vous parler, toujours d'après Wikipédia, et qui s'intitule Idiocratie. Donc je fais la recherche en même temps que je vous en parle. Alors, je vais essayer de trouver une version française. Peut-être devrais-je écrire Idiocratie avec I-D de cette manière, I-D-I-O-C-R-A-T-I-E. Synopsis. Voilà le pitch du film, les amis. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Il faudrait le regarder, il faudrait le voir. Maryse et moi ne l'avons pas encore vu, ni le premier, ni celui-ci, dont je vais vous parler à présent. Une séquence d'ouverture de plusieurs minutes met en contraste l'histoire d'un couple intelligent, de classe moyenne, qui hésite à avoir des enfants, et celle d'un couple visiblement pauvre et niais, mais à la fertilité prolifique. Vous voyez déjà vers où nous nous dirigeons. Le récit du film commence ensuite, alors que le Pentagone prépare un programme d'hibernation censé préserver les meilleurs éléments jusqu'aux périodes de conflit. Une phase expérimentale d'1 an débute en 2005 avec 2 cobayes. Joe Byers, un soldat moyen de l'armée américaine, qui n'a d'autre ambition que de rester tranquillement à son poste de bibliothécaire, et Rita, une prostituée livrée par son proxénète. Upgrade, au responsable du programme, l'officier Collins. Ce dernier, largement compromis avec les criminels, est arrêté. Le programme est stoppé, la base est détruite et les caissons cryogéniques de Joey et de Rita sont oubliés sous les gravats. Au fil du temps, les ordures ménagères s'amoncellent en telle quantité qu'au début du XVIe siècle, une grande avalanche de détritus déferle sur une ville délabrée et y charrie les caissons de Joey et de Rita. Joey se réveille dans l'appartement d'un dénommé Frito qui ricane stupidement à chaque coup dans les parties génitales que prend le héros de l'émission phare de la télévision de l'époque, Oh My Burns. C'est le titre de l'émission. Oh My Balls en version originale. Désorienté par sa longue hibernation,
Joey tente d'obtenir quelques renseignements, mais Frito s'énerve et le défenestre. Dans les rues mal entretenues, Joey ne rencontre que des ignares, gavés de malbouffe, au registre de langue très amoindri. Il décide rapidement de se faire examiner dans un hôpital. Malheureusement, la préposée à l'accueil ne comprend rien à son problème. Hagarde, elle se résout finalement à appuyer sur l'un des pictogrammes criards qui symbolisent les problèmes de santé les plus courants. Après une phase peu ragoûtante de diagnostic automatisé, Joey obtient un rendez-vous avec le docteur Lexus. Mais le médecin, qui ne cesse de tirer sur un énorme joint, baragouine seulement quelques mots confus, puis lui demande de payer la consultation. Interloqué par la date sur la facture, Joey réalise enfin qu'il s'est réveillé le 3 mars 2005 et panique. Lexus panique lui aussi quand il remarque que Joey n'a pas le code barre que tous doivent porter au poignet. Il crie à individu inscannable et alerte les autorités. Joey est donc arrêté, jugé puis condamné. Avant d'aller en prison, Joey se fait tatouer son identité sur le poignet, mais le recenseur automatique comprend mal les réponses de Joey et le renomme « pas sûr », « not sure », une version originale. Ensuite, Joey se fait interroger par la machine qui détermine le quotient intellectuel des futurs détenus pour savoir quels travaux leur confier. Après les tests, Joey parvient à s'évader en faisant croire au gardien qu'il a purgé sa peine, qu'il s'est trompé de fil et que son dossier n'a tout simplement pas été mis à jour. Joey retourne chez Frito et apprend qu'il existe, parmi toutes les anciennes machines encore en service, une vieille machine à voyager dans le temps, capable de le ramener à son époque. Il propose donc à Frito de le conduire à l'endroit où se trouve cette Time Machine. Une fois revenu en 2005, Joey ouvrira un compte bancaire qui générera suffisamment d'intérêt pour rendre Frito richissime en 2505. Frito, qui adore le pognon, accepte. Hélas, durant le trajet, Joey est de nouveau arrêté. Toutefois, au lieu de retourner en prison, Joey est conduit à la Maison Blanche, devant le président des États-Unis. Ne me demandez pas lequel, les amis. Dans le film, il s'agit d'un appelé Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho, un homme massif aux allures de catcheur, connu pour sa carrière dans le cinéma pornographique et 5 fois vainqueur du tournoi Grosse Patate dans ta gueule. Je lis tout simplement ce qui est écrit, les amis, je n'invente rien. En effet, les tests de QI, quotient intellectuel, ont démontré que Joey est la personne la plus intelligente du monde. Camacho bombarde donc Joey, secrétaire à l'intérieur des États-Unis, et lui donne une semaine pour que les sols, sur lesquels plus rien ne pousse, redeviennent fertiles. Sur le terrain, Joey retrouve Rita, et ils constatent ensemble que la désertification est causée par le Brando utilisé pour l'arrosage des cultures. Cette boisson énergétique a partout remplacé l'eau pure, qui n'est plus utilisée que dans les toilettes. Joey Bowers tente de convaincre les membres du gouvernement qu'il faut irriguer les sols avec de l'eau, mais ceux-ci réfutent cette absurdité. Le Brando, qui est plein d'électrolytes, leur paraît plus approprié que l'eau, qui ne sert plus que dans les toilettes où rien ne pousse non plus. Joey ne réussit à persuader ses interlocuteurs qu'en prétendant qu'il a le pouvoir de parler aux plantes et que celles-ci
réclame de l'eau. Malheureusement, cette substitution de Brando par de l'eau fait perdre toute valeur aux actions du monopole qui produit la boisson. Donc on en arrive à des questions purement matérielles. En une semaine, la moitié de la population se retrouve au chômage. Devant les désordres qui se multiplient, et puisque les plantes ne poussent toujours pas, le président Camacho condamne Joe à la réhabilitation. Ce terme est écrit entre guillemets. C'est-à-dire un combat d'arène entre monster trucks qui se conclut par la mort du condamné. L'avenir de Joe paraît donc irrémédiablement compromis quand Rita s'aperçoit que les plantes sont en train de germer. Elle envoie Frito filmer les champs redevenus fertiles et réussit à diffuser publiquement les images. Le président Camacho se précipite pour éviter à Joe de périr carbonisé, puis lui accorde la grâce présidentielle. L'Amérique est sauvée et Joe devient vice-président. Vous voyez, l'opportunisme, ça peut parfois conduire très loin. Un peu plus tard, Frito emmène Joe et Rita à la Time Machine. Il s'agit en réalité d'un manège qui transporte ses passagers à travers une galerie pédagogique représentant les événements historiques de façon plutôt fantaisiste. Le régime nazi de Charlie Chaplin, réduit en esclavage. L'Europe, mais battue par l'UN, qui nationalisèrent le monde à jamais. Enfin, Joe devient président des États-Unis, se marie avec Rita, qui devient première dame et nomme Frito vice-président, à donner pour un rendu. Mais le schéma de reproduction n'ayant pas évolué, le pessimisme reste de mise. Dans une scène post-génétique, Upgrade sort d'un troisième question et part à la recherche de Rita. Je pense, les amis, que c'est un film à voir aussi. Et vous sentez bien qu'il y a beaucoup de choses qui concordent avec la période que nous vivons actuellement. On pourrait transposer certains noms fictifs par des noms bien réels. Je me garderai de le faire pour des raisons évidentes, bien sûr. N'oublions pas que nous sommes le 21 janvier et qu'hier il s'est passé quelque chose. Vous le savez toutes et tous aussi bien que Maryse et moi. Donc je vous invite dès que possible à visionner ce premier film, 1984, et le second, dont je vous ai fait aussi un large pitch. Enfin, je l'ai lu le pitch, c'est pas moi qui l'ai conçu. Nous aurons, en ce qui nous concerne, Maryse et moi, l'occasion de faire des recherches plus approfondies pour retrouver ces deux films-là. Peut-être, et vraisemblablement même, que sur YouTube, il est possible de retrouver, par exemple, 1984 dans sa version originale, voir l'une ou l'autre bande-annonce. Idiocratie est peut-être trouvable aussi. Et à défaut, il y a toujours la possibilité de louer l'un ou l'autre film. Voilà les amis, ce que je souhaitais mettre en ligne ce mardi matin. Je suis revenu du boulot il n'y a pas longtemps. J'ai fait sortir nos deux amis à quatre pattes. Je suis allé voir Maryse, bien sûr. Elle était étonnée de me voir rentrer si tôt, parce que d'habitude, je rentre un peu plus tard. Et je me suis dit, tiens, l'idée m'a été en quelque sorte suggérée suite à cette discussion
un peu à bâton rompu avec le chauffeur de bus, puisqu'on parlait de l'actualité du moment et de bien d'autres choses dans le futur. Mais je ne suis pas prophète non plus. Je ne vais pas non plus m'aventurer sur un terrain dont j'ignore l'issue. Enfin, quand vous avez l'occasion, les amis, n'hésitez pas à essayer de trouver et regarder ces deux films. Sur ce, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur, et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Tchuss. J'espère que ces deux pitchs vous auront donné l'idée de vous intéresser à ces deux films, tout comme nous le ferons également. À tout prochainement.